Tony Comity a photographié le pire et filmé le meilleur, ou inversement. Devenu un des plus grands producteurs de la télévision française, voire européenne, il dit n'avoir rien prémédité car selon lui, c'est la vie qui décide pour nous. Alors voyons donc en photo ce que la vie a décidé pour lui, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Tony. Incroyable. Les photos de Très votre... C'est émouvant? Oui, super. Ouais, émouvant. Oui, c'est quelque chose à chaque fois de voir les photos agrandir. Ouais. On va Tout à refaire fait. justement le chemin de votre vie à travers les photos marquantes. Et on va commencer par celle-ci. Ben, le chemin Anthony. d'une vie, ça commence par les parents, hein, forcément. Hein. Ouais. Donc, Paul Comity, mon père, Sylvette. et Sylvette Comity. Mon père est d'origine de Serradiscopamène, né à Sautes. Il a quitté la Corse jeune à 16 ans pour rentrer dans la résistance. Il a suivi le général de Gaulle à Londres. Voilà, il a suivi le général de Gaulle. D'abord, il est rentré dans les forces françaises libres, et après, il a rejoint le général de Gaulle à Londres. Et ma mère, qu'il a dû rencontrer à Paris, à l'époque, elle est d'origine de Pau, dont la famille a migré vers l'Argentine, d'où un petit peu, si vous voulez, comme quoi les parents, hein, ça marque. D'où un peu mon amitié pour les pays latinos. On va se centrer un petit peu sur votre papa, pas quand il est ici, mais plutôt quand il est là. Quand il est là. Cette photo, elle est impressionnante, Tony. Elle est incroyable. Voilà, donc il s'agit, là, mon père donc, a rejoint le général de Gaulle et il a assuré la protection rapprochée du général. C'était le chef de l'équipe de sécurité rapprochée. Donc il a suivi le général de 1958 hein, jusqu'à Colombey, jusqu'à l'enterrement. Il a protégé le général de Gaulle avec ses... On les appelait les gorilles. D'ailleurs, quand je remonte au village, à Serres, il y a parfois un vieux qui demande « Ni quoi, c'est qui celui-ci » Alors les gens disent « Mais tu sais, c'est Tony Comity, le fils du gorille. » Ah, ou gorille, c'est voilà. Le fils du gorille. C'était les gorilles de Gaulle, très connus, ils étaient... voilà. Parce qu'il y a une photo, mais sur toutes les photos du général, il est jamais loin. Il dormait pratiquement à côté de lui à l'Élysée. Dans les périodes difficiles de l'OAS, pratiquement, mon père passait jour et nuit à l'Élysée, dans l'antichambre du général, la mitraillette sur les genoux. Et votre papa, non content d'être le garde du corps du général, le général lui a confié aussi une autre mission. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de service de communication, il n'y avait pas de service de presse, il n'y avait pas de plateau de télévision avec des politiques, il y avait des réunions politiques. Et le général de Gaulle a demandé à mon père de fonder le service d'action civique, le SAC, qui s'occupait de la propagande du général de Gaulle et de la sécurité dans les meetings politiques où les gaullistes allaient se battre contre les communistes. Et c'est votre papa qui fonde le SAC? C'est mon père qui fonde le SAC avec Jacques Faucard, qui était très proche du général. Et moi, j'allais à l'école parce qu'on était sur la liste noire, bien évidemment, de l'OAS. Mon père rentrait à la maison, il avait son 38 canons longs sous son journal, comme ça. Il déposait son arme sur la bibliothèque, évidemment, interdit d'y toucher. Et j'allais à l'école avec des gardes du corps. On était sur la liste noire de l'OAS à l'époque. Mais l'école, la voici justement. Vous allez à l'école à Beauvais. Alors, mauvais souvenir de l'école, parce que j'ai jamais rien foutu, mais enfin, c'est pas grave. Donc... Vous ne vivez pas en Corse, hein, votre papa, effectivement. Vous grandissez... C'est à Beauvais, c'est ça, Tony? Ah, non, on grandit à Paris, mais bon, comme ça marchait pas trop à l'école, on a tenté le pensionnat, donc je me suis retrouvé à Beauvais. Je ne sais pas pourquoi Beauvais, probablement que mon père devait connaître le principal de Beauvais. Je me suis retrouvé là en pension, où c'est pas un mauvais souvenir, mais comme je foutais rien de toute façon, voilà, je pensais qu'à faire de la musique. Mais sauf que votre père, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, il faut que tu étudies où? Ah ben, il faut que tu étudies ou tu t'en vas, quoi. C'est ou le bac, ou la porte, où tu vas bosser. Donc, Et vous, à 17 ans, vous dites, bah, écoute, enfin, vous dites rien d'ailleurs, vous fuguez? et à bac-3, à bac-3, je rencontre une fille qui vivait en Camargue, et je l'ai suivie en Camargue, à Sainte-Marie-de-la-Mer, où là, j'ai rencontré un photographe qui s'appelait Jean-François Le Sénéchal, qui était le photographe de Manitas de Plata, et qui, pour gagner sa vie, il faisait de la photo stop, ce qu'on appelle sur les plages. Donc il m'avait dit, écoute, si tu veux apprendre, voilà, j'ai une idée, on va photographier les touristes qui partent à cheval en promenade, alors ils sont en maillot de bain, à cheval, tu fonces avec une mobilette, on développe, et tu leur revends la photo au retour de la promenade. Et c'est comme ça que je suis resté en Camargue quelques mois. À faire des photos, déjà. On vendait la photo 2 francs. 2 francs, ça crée une vocation, sauf que votre papa, il n'entend pas de cette oreille-là. Ah non, et il pas vous du envoie, il vous retrouve assez facilement. À l'époque, il avait les moyens de vous retrouver. Ah ben, étant patron de la sécurité de l'Élysée, c'était plutôt simple pour lui. Donc, et il vous envoie, il dit, comme tu aimes la photo, eh bien tiens, je te trouve un stage à François. me fait interpeller par les gendarmes et ramener à Paris. Ah, par les gendarmes, carrément. Ah oui, ah oui. Donc
qu'on me ramène gentiment, hein. Et papa là a compris. Ce qu'il m'a dit, la photo, c'est un métier de gitan. Voilà ce qu'il me disait. Mais bon, puisque tu veux faire ça, j'ai un contact à François, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le général, il n'y avait pas de service de communication. Donc, il fallait être bien avec la garde rapprochée pour pouvoir faire et approcher le général et faire les photos un peu différentes des autres. Donc, c'est mon père qui décidait, suivant. C'était un peu le chef de presse aussi, donc. Ah, il faisait sécurité. Et donc, il connaissait tous les journalistes. Pour approcher le général, il fallait passer par eux. En tout cas par papa. Donc, ces journalistes, c'était lié d'amitié avec mon père. C'était des bringueurs. Mon père aussi, d'ailleurs. Ils aimaient la fête, ils aimaient la vie. Et donc, ces photographes et ces journalistes venaient souvent dîner à la maison, dont mon ami Georges Ménager, le pauvre, qui malheureusement est parti. Et qui vous donne deux appareils photo. Georges avait senti, il était photographe, grand reporter à Match. Il a couvert le Cambodge, le Vietnam, l'Algérie. Ces gens-là me racontaient des histoires exceptionnelles. Moi, j'écoutais, j'avais 14 ans, 15 ans. J'écoutais ça, ça faisait rêver, ces gens-là. Et puis Ménager m'a dit, écoute, si tu aimes la photo, il faut au moins que tu aies un appareil. Donc, il m'a offert un appareil, un Nikon avec un 28 mm. Voilà, c'est le début. Vous avez commencé dans le métier à François. À François, avec mon petit Nikon et mon petit 28 mm. Au labo de François. Et puis les rencontres, la deuxième rencontre vraiment marquante, elle est là-bas. Voilà, ça c'est mon ami Gökçin, aussi aujourd'hui disparu malheureusement. Gökçin Sipayoglu, grand reporter, qui a couvert aussi toutes les guerres du Biafra, toutes les guerres d'Afrique, les guerres du Vietnam, et qui a, dans les années 70, monté une agence de presse qui est devenue célèbre, c'est l'agence Sipa Presse. Il y avait 3 agences puissantes en France, Gamma, Sigma et Sipa Presse. Gökçin est turc, il parlait avec un accent turc. Il y avait que des Turcs. Avant d'apprendre la photo, il fallait apprendre le turc chez Gökçin. Il ne nous payait jamais, ouais, ou presque pas, mais ça a été un grand patron de presse et surtout c'est lui qui m'a appris le grand reportage. Qu'est-ce qui vous a appris, Gökçin? C'est-à-dire, par exemple, le téléobjectif, le grand angle, l'approche des gens. Il passait beaucoup de temps à regarder mes contacts. À l'époque, la pellicule, on faisait des planches contact. Il était là, comme ça, il regardait, il dit... Ça, c'est grande photo, mais tu n'as pas fait couleur. Je dis non, Gökçin, tu as perdu beaucoup d'argent. En fait, c'est lui qui a perdu beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, grâce à Gökçin, donc vous savez effectivement raconter l'histoire en photo. Et puis c'est lui qui vous envoie au Chili, non? Tout à fait. Donc, Eh bien, avant de raconter le Chili, ça se passe dans une autre pièce. C'est Gökçin qui vous envoie dans le Chili. Vous allez faire vos photos importantes et impressionnantes, mais c'est dans la pièce d'à côté. C'est le premier grand reportage international, en fait. Allez, on y va. Allez, prenez place, Tony, là-bas. Et laissez-vous guider par les images. Alors, allons-y. Donc, vous arrivez au Chili, nous sommes en 1973. Et vous faites votre photo de Pinochet, très belle photo. C'est une photo un peu volée comme ça, c'est fait avec un Leica comme ça. Parce que bon, il ne voulait pas poser, donc c'était assez rapide. Mais la photo est importante, avec ses gants à la main. Et nous apprenons qu'il y a un stade de football, à Santiago du Chili, dans lequel ils ont enfermé plus de 1000 détenus. Ces détenus, on ne les reverra jamais. Ils ont fait des grandes rafles dans tout Santiago. Donc c'est interdit à la presse? C'est interdit à la presse, mais toute la presse demande. Donc ils nous mènent un peu en bateau ou plutôt en bus, c'est-à-dire qu'ils nous font monter dans des bus, et toute la journée, on fait le tour du stade avec le bus, on ne s'arrête pas. Puis on revient à l'hôtel. Ils nous disent, non mais demain, vous revenez demain. Et puis ça a duré 3-4 jours comme ça. Et beaucoup de journalistes ont décroché, en disant on va faire autre chose, on n'y arrive pas. Et moi je suis resté dans ce bus avec un autre photographe de Magnum qui s'appelait David Burnett. Et on a vu qu'il y avait la Croix-Rouge qui était à la sortie du stade. On s'est fait déposer, on dit nous on veut aller voir les gens de la Croix-Rouge, est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. On est allé voir les gens de la Croix-Rouge. Et là on a appris que les gens de la Croix-Rouge allaient rendre visite aux détenus qui étaient dans le stade, sur les tribunes du stade. Et j'ai pris une blouse, un stéthoscope, j'ai mis un Leica sous la blouse. Et vous êtes rentré. Et je suis rentré dans le stade. Et vous avez shooté. Et on a fait des photos. Vous avez fait ça? Ouais. Ça, c'est les photos voilà, avec l'armée chilienne. C'est fait au Leica et au 35 mm. Celle-là? Et celle-là, elle est terrible parce que c'est dans les vestiaires du stade, où là, ils font le tri. Et tous les visages que vous voyez là, on ne les reverra jamais. Hein. Scoop mondial, c'est votre premier scoop mondial. C'est un scoop mondial. Ces photos, on les voit dans le monde entier, vous êtes les premiers, et là, ils vont vous en vouloir au Chili. On va vous expulser pratiquement manu militari, et comme vous avez de la mémoire,
des années et des années plus tard, vous allez revenir faire un reportage sur les anciens geôliers pour montrer qu'ils sont en liberté. Exactement. On passe à autre chose, On si passe vous à le autre voulez chose. bien. Ouais, cette photo est terrible. Ouais. Là, quelques années plus tard. Alors Cette photo, elle a une vraie histoire. Aujourd'hui encore, vous recevez des royalties, parce que vous êtes le seul à avoir fait cette photo. Ouais. Racontez-nous un petit peu comment vous avez fait cette photo. Ben, cette photo, c'est une planque. En fait, Jacques Messrine est arrêté, il est à la santé dans les quartiers de haute sécurité qu'il a dénoncés dans son livre, L'instinct de mort. Et voilà, donc moi je me dis, il y a une photo importante en ce moment, c'est Jacques Messrine. Tout le monde donc, veut le faire encore, tout le monde comme veut au le faire. Chili. Voilà, tout le monde veut le faire, sauf qu'il est en QHS à la santé. Et puis j'apprends que le directeur de la santé, c'est un Corse. Donc je vais le voir, voilà. Je vais le voir, je me fais passer pour un dessinateur de presse, il ne l'a pas cru du tout d'ailleurs. Et il me dit, écoute, ne perds pas de temps, Messrine, il sort jamais. Et de toute façon, tu ne le verras pas, mais enfin bon, je sais que tu vas chercher. Pour t'éviter de tourner en rond, il est dans les quartiers sud de la prison. Donc évidemment, la prison, et autour de cette prison, il y a des HLM. Donc je suis allé dans le HLM sud, et puis je suis monté au dernier étage. Et là, j'ai établi une planque, ce qu'on appelle une planque. C'est-à-dire que pendant une semaine, tous les jours, avec un téléobjectif de 600 mm, j'ai l'œil sur ce QHS. Voilà, en me disant... Tous les jours, c'est toute la journée. Du matin une planque, au c'est soir. une planque, c'est du matin au soir. Une planque, on va ni aux toilettes, on ne va pas bouffer, on a un sandwich, on a un parka s'il fait froid, et on a l'œil dans le viseur. C'est ce qu'on appelle une planque. Donc voilà, donc pendant une semaine, bon, il sort pas, et puis un soir, j'avais passé la nuit au bus Palladium, dont j'étais un peu un des piliers. C'était une boîte. Vous avez abandonné un peu la planque quand même. Une boîte de rock. La nuit. La nuit, d'accord. Et en sortant vers 6 h du matin du bus Palladium, je me dis tiens, je vais aller voir Jacques. Donc je suis passé à l'agence, j'ai pris mon téléobjectif, je suis retourné dans ma planque, et à peine installé, la petite porte s'est ouverte, et Messrine est sorti. Mais j'étais à peine installé. Il a vu que dans son paysage, quelque chose n'allait pas. Il a un espèce d'instinct. Il a fait un pas en arrière et il a envoyé un gardien pour voir qui j'étais. Et là, bon, découvert, j'ai montré mon objectif. Le gardien a dû lui dire, c'est un photographe. Il est sorti et il a posé pendant 1 minute, comme ça. Voilà. Et les photos sont vendues assez cher. À l'époque, c'est l'Express qui avait acheté 20 000 €. C'était quand même important hein, à l'époque. On est en 76. Et puis donc, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de son avocate qui me dit « Jacques a vu les photos, il écrit un bouquin, il voudrait faire la couverture de son livre avec vos photos. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci, je ne lui demanderai aucun droit. C'est gratuit pour Jacques. » Voilà. Un jour, vous abandonnez votre appareil photo et vous passez à la caméra. C'est grâce à un journaliste de TF1, Roch Pescadière, qui vous apprend un petit peu à la caméra. Et lui, il vous fait un petit peu essayer la caméra. Et quand il rentre, qu'il fait son reportage, il dit « Tiens, Tony, au fait, j'ai mis des images de toi. » Voilà. Et vous découvrez finalement le talent aussi avec la caméra. Et avec cette caméra, vous allez voyager, vous rentrez à TF1, vous signez un CDI et vous devenez reporter de guerre pour TF1. Ouais, c'est cela. Et il y a une photo qui résume peut-être votre métier à TF1, c'est celle-ci. Voilà, on est à Beyrouth, la guerre là-bas. 82-83 à Beyrouth. Ouais, vous allez passer 2 ans à Beyrouth. Ouais, vous rentrerez de temps en temps à Paris, mais vous passez du temps. Et moi, en tout cas, ce qui m'a touché, c'est qu'un jour, il y a, je ne sais pas avec qui vous travaillez à l'époque, qui vous dit, tiens, on va aller quelque part, et vous dites, là, je ne le sens pas. Expliquez-moi un petit peu, Tony. On est invité par les islamistes à aller filmer la prière du vendredi dans un quartier islamiste intégriste qui s'appelait Bir la Bête, qui était un quartier de Beyrouth où ils détenaient tous leurs otages. Là. Et quand on arrive sur place, j'étais avec Jean-Pierre Abou, qui est un grand reporter de TF1, j'ai vu un des barbus qui était dans une des voitures qui nous espionnait là, autour du bureau. Et j'ai dit à Jean-Pierre, là, on va se faire enlever, je ne le sens pas du tout. Là. Et Jean-Pierre m'a dit, écoute, mon vieux, quand toi tu ne le sens pas, on se tire. On est rentré à l'hôtel. L'équipe de France 2 est arrivée et ils ne sont jamais revenus. C'est ceux qui ont été enlevés, les fameux otages du Liban. Ouais. Ouais. Pendant que vous êtes à TF1, il y a une rencontre marquante. C'est celle-ci, Jean Bertolino. Alors Jean Bertolino, c'est lui qui vous remarque, hein, parce qu'un jour, il est déjà grand reporter. Et puis il dit, oh, j'ai vu des images du Tchad, là, ça a l'air fantastique. Qui est-ce qui a fait ces images? On dit, ben, c'est un certain Tony Comiti. Il dit, Tony Comiti, viens avec moi. Et vous allez l'accompagner pendant combien d'années, Jean Bertolino?
Ma femme disait toujours, tu passes plus de nuits avec Jean qu'avec moi. Pendant 17 ans, on va faire du grand reportage. C'est les 17 plus belles années de votre vie, en tout cas en tant que journaliste. Oui, TF1, oui. TF1, à TF1. Ouais, absolument, absolument. Et il dit, Jean Bertolino, toi tu sens les histoires, Tony, et il vous envoie en Colombie. Tout à fait. Hein, tout à et fait. en Colombie, vous faites une rencontre, cet homme-là. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar, c'est vous qui le rencontrez. Ouais, on est amené chez Pablo Escobar, qui est en cavale. Il ne faut pas oublier que la DEA le cherche, l'armée colombienne le cherche, le monde entier le cherche. Et on a ce scoop, quoi. Donc on est amené par les gens du cartel, de nuit. Et quand j'arrive dans cette hacienda, où il y avait tous ces sicarios, vous voyez, avec des armes à la main, là, il y a un petit bonhomme qui est là au fond de la propriété, assis près de la piscine, et il se lève et il vient direct sur moi. Et il me dit Pablo Escobar, Tony Comiti, il se penche sur mon oreille, il me dit j'aime pas les caméras, comme ça. Mais bon, ils avaient envie de parler, ils avaient envie de communiquer, ils voulaient pas donner ce scoop ni aux Américains, ni aux Colombiens. Sauf qu'ils parlent effectivement, mais ils vous interdisent de le diffuser. Voilà. Et ce reportage, en fait, il faudra le diffuser après la mort de Pablo Escobar. C'est-à-dire quand on va le regarder. Allez-y, oui. C'est-à-dire quand on avait quand même un deal avec eux, c'était de leur montrer le film avant diffusion, deal qu'on avait oublié, nous, à Paris. Donc, et puis, le deal est devenu un peu menaçant, les appels, donc il a fallu que j'aille le montrer, et ça ne leur a pas du tout plu. Donc, ils nous ont menacés de mort. Hein. Et quand les Colombiens vous menacent de mort, voilà, donc on n'a pas diffusé le film, et on a attendu la mort de Pablo Escobar. Pour diffuser le film. Pour diffuser. Et on regarde les images. Allons-y. C'est justement dans la Sierra qu'une équipe de télévision française le retrouve au détour d'un reportage. La rencontre est un scoop mondial, la première fois qu'un journaliste étranger filme le narcotrafiquant. Pablo Escobar va en profiter pour justifier son business. Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir? Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. Reportage qui a fait date, c'est en 1989. Ouais. C'est un scoop mondial, encore une fois. Vous allez continuer à faire des scoops un petit peu de ce genre, pas toujours au même niveau, bien sûr. Non. Encore 3 ans à TF1, puis vous allez arrêter. On va voir pourquoi vous avez arrêté et comment ça se passe après. La vie après TF1, c'est dans une autre pièce que ça se passe. Venez, Tony. Et oui, Tony, dernière pièce, la pièce de la modernité. Et de l'avenir. Et de l'avenir. Et justement, vous quittez TF1 et vous lancez ça. Tony Comiti Productions. Pourquoi? Après avoir passé 17 ans à TF1 de grands reportages, une envie de revenir indépendant, voilà, de monter une entreprise, en fait, sans vraiment vouloir monter une entreprise. Au départ, c'est une histoire de copains, cette agence. Elle démarre dans ma cuisine avec un photographe qui s'appelait Patrick Chauvel, qui est un grand reporter. Et puis, on a eu des commandes, zone interdite, envoyé spécial. Et puis, ma femme m'a viré de la cuisine parce qu'elle me dit, bon, je commence à en avoir marre de tous ces reporters avec leurs bottes pleines de boue qui laissent leur vélo dans la chambre. Donc, j'ai déménagé et puis on a monté une... Voilà, c'est une histoire de copains. C'est une histoire... Il n'y a vraiment rien de vraiment prémédité, en fait. C'est simplement d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez et le vendre à toutes les chaînes. Vous vendez à TF1, vous vendez à France 2, France 5, France 5, voilà. W9, etc. Vous avez une banque de données énorme. Combien vous avez? 2000 films, 2000 reportages? Oui, il y a 2000 reportages en tout. Vous et pas les moindres. Il y a 50 personnes. 50 personnes. C'est dirigé par Patrice Lucchini, qui est d'origine d'Olène. Donc, qui est un ancien monteur de 52 sur la Lune. Donc ça parle pas corse, mais là, il y a quand même... Tony Comiti Productions, justement. Hein. Vous êtes le deuxième producteur français au niveau européen, vous êtes classé. Et donc, parmi tous ces films-là qu'il y en a un, moi, qui me plaît bien. On va regarder, c'est le premier. On le regarde parce qu'il a une véritable histoire. On le regarde.
Les petits vieux l'avaient baptisé Angelito, le petit ange. Et ce petit ange avait réussi à entraîner avec lui quelques autres gamins. Ils étaient une douzaine à venir faire le ménage, apporter de la nourriture ou tout simplement un peu de réconfort. C'est incroyable, ce gamin de 9 ans qui s'occupait des vieillards de son bidonville. Il leur donnait à manger, il les lavait, enfin bon. Et le lundi matin, ça n'a pas loupé. Il y a eu 700 000 francs de dons, ce qui ferait aujourd'hui 100 000 euros qui sont arrivés dans la semaine pour aider ce petit gamin. Et du coup, aujourd'hui, Angelito, le petit ange. Angelito, c'est toujours un petit ange, sauf qu'il a un hôpital aujourd'hui en Colombie. Voilà. C'est une rencontre formidable parce que moi, je démarre comme indépendant à nouveau. Je fais un film qui se vend dans le monde entier. Et lui, ça lui sert derrière, avec les dons. Bon, évidemment, il n'a pas pu les gérer. C'est l'ambassade de France qui l'a géré, l'argent. Et aujourd'hui, il dirige un hôpital avec, je crois, 200 ou 300 petits vieux qui s'occupent. Il a un hospice au pied du bidonville. Voilà. Ça, c'était le premier reportage. C'est une très belle rencontre. Complètement, très beau reportage. Et puis surtout, Tony Comiti, bah, c'est ça. Tony Comiti, c'est une signature, c'est une caméra à l'épaule. Ça, c'est les routes de l'impossible. Ouais. Vous en êtes à 56 routes de l'impossible Tout à fait. que vous avez filmé. 10 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Vous vendez ça dans le monde entier, vous vendez ça au Japon. Ouais, c'est une entreprise florissante, Tony Comiti, hein, vraiment. Oui, florissante, c'est un grand mot. On essaye de... En fait, on retrouve l'argent que nous donnent les chaînes sur l'écran, hein, parce que ça coûte cher de produire. Complètement. Donc, voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, notamment dans les routes de l'impossible, c'est l'exportation du savoir-faire français. Les reporters français ont un vrai savoir-faire. Différence des anglo-saxons qui filment là une interview. Ça a été 1000 fois copié, mais jamais égalé finalement. Vous avez raison, les routes de l'impossible. Oui, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier, et ça marche très bien. Et ça, c'est une signature. C'est Tony Comiti. Mais il y a autre chose aussi. Vous avez ça aussi, Tony. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, Gérard. En le voyant arriver, les gens disent volontiers: voilà un homme qui a la tête sur les épaules. Ce corps robuste, éloquent, supporte une tête coiffée ou décoiffée de mèches, de copeaux, d'herbes, plus propre à l'adolescence. Il ne se laisse pas filmer comme ça, Gérard. C'est quelqu'un de compliqué. D'ailleurs, la première fois qu'on lui a parlé du projet, il a dit: il ne faut pas le faire à la télé, c'est tous des cons. Il faut rien faire. Puis finalement, il a accepté parce c'est de l'amitié encore. C'est le rapport que Richard Melloul a avec Gérard. Donc c'est une histoire de rencontre encore. Superbe documentaire qui va vous valoir justement des récompenses. À commencer par ça. Grâce à ce documentaire, vous allez faire les marches de Cannes. Alors quand vous étiez jeune, vous aviez été paparazzo de l'autre côté de la barrière. De l'autre côté de la barrière. Et là, vous montez les marches. Très impressionnant. Très impressionnant. Le film est nommé à Cannes. Donc c'est très impressionnant parce que d'abord, il y a une histoire d'amitié entre Richard et moi. Et puis voilà, on se retrouve à Cannes, quoi, où vous montez les marches, quoi. Donc avec Gérard qui nous avait dit: il ne faut pas y aller à Cannes, c'est des cons, il ne faut pas y aller. Il est allé lui-même, hein, après, mais c'est pas grave. Vous gagnez quelque chose à Cannes? Non, on est sélectionné à Cannes historique. Non, c'est une sélection. Par contre, non, parce que c'est la même histoire, j'ai l'impression. Les Emmy Awards. Les Emmy Awards. Aux États-Unis. Alors ça, c'est pour un film sur le Chili, celui quand vous retournez voir les anciens bourreaux. Exactement. Et puis, avec le reportage, avec le documentaire de Depardieu, vous allez aussi aux Emmy Awards? Oui, tout à fait. On est mondial. C'est mondial. Qu'est-ce qu'il a dit, là, Depardieu, pour ça? Il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est pas des cons. Est-ce que vous avez gagné quelque chose? Non, on a été nommé. Là, ici, on a gagné un Emmy. C'est sur Chili, la dictature au quotidien, avec Manuel Dartuy, qui est un grand reporter aussi. Voilà, donc c'est très impressionnant aussi, très impressionnant. Parce que les Américains vous reçoivent avec beaucoup d'amitié aussi. Très important. On va sur cet écran-là, si vous le voulez bien. Parce que votre vie, c'est aussi la famille. C'est la famille. C'est mon fils Paul, 47 ans aujourd'hui. Mais Paul, il a suivi un peu les traces. C'est-à-dire que Paul a eu son bac avec mention au lycée Henri IV. Et quand je lui ai dit: écoute, bac avec mention, tu veux être journaliste, Sciences Po. Il dit: ouais, je crois, je pense que je vais réfléchir. Et en fait, il m'a dit: ce que je voudrais faire, c'est te suivre un peu. Donc il a été mon assistant pendant 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, c'est un grand reporter, donc spécialiste de conflits. Il revient de Colombie d'ailleurs. Vous voyez comme quoi la vie est étonnante. Il revient de Colombie où il a fait un documentaire qui va passer sur Enquête exclusive sur M6 sur les héritiers des narcos. Voilà. Ah oui, vous avez fait Pablo Escobar, lui il fait les héritiers de Pablo voilà, Escobar. Exactement. Donc, vous avez 4 fils. J'ai 4 fils. 4 fils.
Lui, il est grand reporter. Il y en a un Ouais. autre qui fait des études de journaliste, je crois. Oui, qui est à l'IEJ. Et puis les deux autres? Ben, il y en a un qui vit en Colombie, voilà, vous voyez comme quoi. Ouais. Hein. Et puis l'autre est au lycée et se prépare probablement à partir un peu dans le cinéma, où la caméra l'intéresse en tout cas. Et tiens, la photo s'est mise toute seule. Ah ouais. Ben ça, Ça, justement, c'est avec Richard Mellou, le photographe de Gérard Depardieu. On fait un peu de musique, comme ça, de temps en temps. Un peu de musique. On entend un petit peu de musique là qui Ouais, passe. bon. Vous jouez quand même pas mal là. Ouais, bon, on se débrouille, mais pas assez souvent, parce que le travail... Voilà, donc on a un petit groupe et on joue les Beatles, les Stones. Et On tout peut vous ça. voir où, Tony? Bah, écoutez, aux Emmy Awards la prochaine fois, peut-être. Non, voilà, c'est une passion aussi, la guitare, parce que quand j'étais gamin, je voulais ou devenir musicien ou photographe. Et vous avez été les deux. Ouais, enfin, là, Et l'avenir, c'est plus, quoi? C'est plus la musique ou on continue? L'avenir, c'est prendre plus de temps pour faire de la musique avec des copains. Voilà, c'est plus ça l'avenir. Avoir du temps, peu de temps. C'est déjà fini, Tony. Bon. Alors, ce que je vous propose pour finir l'émission, on se quitte pas comme ça, non, on se quitte toujours avec un selfie. Ah, d'accord. Oui, c'est une tradition dans l'émission, donc vous souriez comme Je ça. fais le clap. Allons-y. Si vous voulez. Et il me reste à vous remercier, à vous souhaiter bonne continuation. Vous avez 67 ans, mais vous n'êtes pas prêt d'arrêter, on est d'accord? J'arrêterai quand je serai vieux. Ah, J'arrêterai bah, quand je serai vieux. Hein. C'est une bonne réponse. Merci infiniment. Merci à vous, Luc. Merci à tout le monde. Et Merci. à bientôt. Et vous êtes du côté de Serres, là, j'imagine. Je monte à Serres demain matin. Allez, bonne route. Route de Merci. l'impossible aussi, d'ailleurs. Ah, un petit peu, surtout le soir quand on revient de boîte.